Juste quelques mots à la fois pour vous présenter Gilbert Sette et pour le remercier d'être là ce soir. Évidemment, c'est très sympa de sa part de nous faire l'amitié de cette présence ici ce soir, parce que bon, voilà, son emploi du temps est comme tous les gens occupés. Très, très compliqué à gérer, et donc c'est vraiment par pure amitié qu'il vient ce soir, et naturellement parce que je suppose qu'il est intéressé par les débats où qu'il se noue, dès lors que Gilbert est un homme de conviction. C'est un économiste engagé, pas au sens partial du terme, mais parce qu'en effet, c'est quelqu'un de soucieux, faire en sorte que l'analyse économique ait un sens, enfin, c'est-à-dire débouche sur une pratique. Et vous verrez que, si vous n'avez pas vu déjà, en lisant son ouvrage, vous verrez qu'en effet, il est très préoccupé de ce que peuvent donner des analyses qu'il poursuit depuis longtemps déjà, puisque Gilbert Sette est en fait un de nos meilleurs spécialistes en France de ce qui touche à la croissance, ce qui touche à la productivité, ce qui touche aussi aux réformes structurelles. Il est d'ailleurs directeur à la Banque de France des études microéconomiques structurelles. Il est, je crois, depuis le début de sa carrière professionnelle à la Banque de France, mais ça ne l'a pas empêché de faire de la mobilité, comme on dit. Il a été à l'INSEE, à la direction des études, où il s'occupait de croissance et de politique économique. Il a fait partie des premiers membres de l'équipe du Conseil d'analyse économique. Au moment où ce Conseil d'analyse économique a été créé, c'était par le gouvernement Jospin, donc en 1997, je crois. Et puis, donc, comme je disais, Gilbert Sette est un économiste engagé. Plus récemment, il a fait partie de ce groupe que l'on appelait le groupe de la Rotonde, dans lequel figuraient les auteurs du livre que j'ai face à moi et qui va vous être présenté, Philippe Aghion, Élie Cohen, mais aussi Jean Pisani-Ferry, et puis également un dénommé Emmanuel Macron, qui, comme vous le savez, a fait un peu de chemin depuis lors. Cet ouvrage est intéressant en ce sens que dans le débat sur entre le phénomène l'offre, enfin l'économie de l'offre d'un côté, l'économie de la demande de l'autre, c'est-à-dire faut-il insister sur les réformes structurelles ou faut-il relancer la demande à la Keynes. Cet ouvrage fait prend clairement position. C'est en gros un bouquin sur l'économie de l'offre. C'est-à-dire quelles sont, si l'on croit que l'on a besoin aujourd'hui dans ce pays de réformes structurelles, quelles sont celles qui sont prioritaires et comment faire pour les mener à bien. Donc, ceci évidemment vous fera réagir, ce débat entre le côté offre, le côté demande, en un sens, et d'ailleurs un petit peu falsifié, parce que chacun sait qu'il faut probablement les deux à la fois, et que de ce point de vue, sans doute, ce qui est en train de se faire est une vague tentative dans cette direction. Cela dit, je vais, je crois, moi aussi tout de suite passer la parole à Gilbert, qui saura probablement mieux vous parler de cet ouvrage que moi, et essayer de vous convaincre du bien fondé de ses positions. Gilbert, merci encore. À toi la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire que je suis très flatté, content d'être invité, d'être ici.
nous avions organisé, quand j'étais président de la FSE il y a quelques années, et d'ailleurs je dis nous, en fait c'est Jean-Paul qui avait fait tout le boulot, donc c'était très confortable pour moi, organiser les journées de la FSE dans cette université. Je ne suis pas revenu depuis, mais j'en garde bien sûr le meilleur souvenir, et je suis très très content de vous rejoindre. Je me souviens qu'on avait visité un très beau château, on avait dîné dans un cadre merveilleux, voilà, un souvenir enchanteur. Je profite aussi de ce passage pour signaler à ce public d'économistes, puisque tu as mentionné mon appartenance à la Banque de France, mon employeur principal, si j'ose dire, à côté de l'université. Ah pardon, j'ai oublié ça. Voilà, parce que je suis professeur associé à l'université d'Aix-Marseille depuis maintenant plus de 20 ans. Je voulais signaler que la Banque de France est un endroit où on peut faire de l'économie, de la recherche en économie, qui a été bouleversée par de grandes transformations sur les 15 dernières années. Il y a maintenant des directions de recherche, j'en dirige une très performante. On est un des principaux centres de recherche en France, en Europe et dans le monde. Vous pouvez voir les publications faites à la Banque de France. Enfin, toutes les semaines, on a les publications dans les journaux, dans les revues outstanding à la Banque de France. Donc, on peut faire de la recherche dans des conditions, je crois, les meilleures parmi tout ce que je peux connaître en France. Donc, je vous encourage vivement à passer le concours de la Banque de France, qui est un concours pour des économistes, qui n'est pas forcément très difficile. On embauche 35 cadres au niveau le plus élevé, 35 administrateurs, donc tous les ans. Voilà, cette petite publicité étant faite, allons dans le vif du sujet. Alors, pourquoi ce bouquin? Pourquoi on a voulu faire ce bouquin avec Philippe et Élie? Pour une raison simple, on s'est beaucoup mobilisé dans la campagne présidentielle, c'est vrai, auprès du candidat élu. Et puis, pour dire les choses très franchement, très directement, on a été un peu déçus par l'orientation qui était celle de la politique économique. Ensuite, alors même qu'on avait le sentiment pendant la campagne que nos analyses étaient très écoutées, on discutait toutes les semaines avec le candidat, on avait l'impression de l'imbiber de notre réflexion. Et après le passage au pouvoir, après les sanctions électorales de 2012, bah, voilà, on a eu le sentiment qu'on loupait un coche par rapport à ce dont notre pays avait besoin. Et on s'est dit qu'il fallait en témoigner, il fallait participer au débat de façon active et pas se sentir piteux et coupable. Et donc on a décidé de porter ce débat sur la place publique sous la forme de cet ouvrage, dont on fera peut-être d'ailleurs une deuxième édition avant les prochaines échéances électorales. Alors dans ce que je vais vous présenter, alors excusez-moi, la présentation, le PowerPoint est en anglais, parce que j'en fais des présentations à des publics divers et variés. C'est un petit peu plus large que cet ouvrage, vous le verrez. Je voudrais parler d'abord de la façon dont on caractérise la situation de l'économie française, avec quelques images et puis quelques commentaires autour des images. J'évoquerai ensuite ce que l'économie française pourrait tirer comme gain de l'engagement de réformes structurelles ambitieuses. Et pour ça, je présenterai les résultats d'un travail qu'on vient de finir. Donc vous voyez, c'est postérieur à cet ouvrage, mais le préalable de ces recherches était déjà dans ce livre. Un travail qu'on vient de finir avec Jacques Mérès et Jimmy Lopez, à la Banque de France d'ailleurs, et qu'on présente partout dans le monde. On a fait un working paper NBER récemment, le mois dernier. J'irai assez vite sur les recommandations des institutions internationales qui peuvent être faites à la banque, qui peuvent être adressées à la France. Et puis je présenterai le programme de réforme français qui a été alimenté encore récemment par le projet de loi Macron, et je le présenterai de la façon la plus critique, enfin, en disant ce que je pense, en cohérence avec cet ouvrage, pour finir par quelques remarques conclusives. Alors d'abord, quelques images qui caractérisent un peu l'économie française. Je vais à la SERP, donc après dans le débat on pourra y revenir. Quand on veut caractériser l'économie française, d'abord on parle souvent de fonctionnement du marché du travail, de rigidité du marché du travail. Si on veut se comparer à d'autres pays, on a peu d'indicateurs qui nous permettent de façon homogène de nous comparer à pas mal de pays. Et donc ce qu'on mobilise très souvent, c'est des indicateurs construits par l'OCDE qui ont leur fragilité, mais qui ont l'avantage d'être homogènes pour différents pays. C'est l'Employment Protection Legislation qui a été actualisé, dont je vous montre ici la dernière
publication qui concerne l'année 2013, qui caractérise surtout les rigidités au licenciement, les aspects procéduraux associés au licenciement dans les différents pays industrialisés. Et ce qu'on voit, c'est que la France fait partie des pays dans lesquels ces rigidités sont les plus fortes, sont les plus élevées. Alors, vous pouvez dire, oui, mais la procédure de licenciement, ça ne peut pas caractériser tout le fonctionnement du marché du travail. Pour nous, c'est très symptomatique des modalités de fonctionnement du marché du travail en France. On se singularise en France par une culture de civil law par rapport à des pays qui s'inscrivent plutôt dans une logique de common law. Pour nous, les choses sont écrites dans des codes. Et le code du travail français est le plus intrusif, le plus épais quand on se compare à tous les autres pays du monde, 3500 pages en édition Dalloz. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout protecteur, et qui n'est pas ressenti d'ailleurs comme étant protecteur par les salariés que ça prétend protéger. C'est pas protecteur parce que les acteurs qui se saisissent de ce code du travail pour faire jouer tout ce qu'il contient, à la fois entreprises et salariés, sont incapables de mobiliser cet ensemble de règles. 3500 pages, c'est pas du tout maniable, ça va de soi. Donc les risques d'être en erreur, en faute, sont assez forts en France, et puis surtout que ce code est alimenté chaque année par notre production parlementaire qui est assez forte de façon régulière, et qui évite de supprimer des textes pour les remplacer par des nouveaux, mais qui ajoute des couches successives. Alors, ça nous amène à certaines considérations, certains conseils de réforme qui essayent, on le verra, d'associer à la fois plus d'efficacité économique et plus de protection pour les travailleurs. Vous pouvez dire, mais 3500 pages de code du travail, c'est très protecteur. Eh bien non. Quand on se compare aux autres pays industrialisés, il y a des études qui ont été faites, des très bons papiers qui ont été publiés par Clark et Postelvinet, par exemple, dans de bonnes revues, et qui essayent de comparer le sentiment qu'ont les salariés de leur protection dans l'emploi, et puis d'associer ces réponses des salariés dans différents pays avec cet indicateur que je vous montre ici, EPL, Employment Protection Legislation. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que plus cet indicateur est élevé, c'est-à-dire plus le code du travail est fort, intrusif, détaillé en ce qui concerne la législation des licenciements, moins les travailleurs, toutes choses égales par ailleurs, se sentent sécurisés dans leur emploi. Vous voyez, c'est une contradiction assez intéressante à relever, et l'explication de la chose est assez simple. Quand l'emploi est fortement protégé, le passage par la case chômage est sacrément pénalisant. Il peut être long et difficile, avec d'autres difficultés que vous connaissez, puisque la France est un pays dans lequel les jeunes ont beaucoup de mal à mettre un pied sur le marché du travail, parce que justement les insiders, les vieux, sont plus protégés que dans d'autres pays, les insiders, et donc pour les entrants c'est difficile, et parmi les entrants il y a évidemment des gens comme vous-même, c'est-à-dire des jeunes. Du côté du marché des biens, c'est-à-dire les régulations du fonctionnement des marchés des biens et services, même chose, on fait partie des pays dans lesquels ces régulations sont les plus élevées. Excusez-moi, là je reste sur le marché du travail. Du côté du salaire minimum, toujours sur le marché du travail, on fait partie des pays dans lequel le salaire minimum est le plus élevé. Je ne dirais pas que c'est le plus élevé, parce qu'après, il faut construire des indicateurs en PPA, etc. Vous connaissez ça. Mais en tout cas, on fait partie des pays dans lesquels c'est le plus élevé. Pour éviter les préjudices, les effets préjudiciables d'un salaire minimum élevé sur l'emploi, on déploie un arsenal de dispositifs, dont les fameux allègements de charges sociales. On y consacre plus d'1 point de PIB chaque année en France. C'est quand même des sommes considérables. 2 fois le budget du RSA, vous voyez, pour essayer de neutraliser ces effets préjudiciables sur l'emploi des peu qualifiés d'un SMIC élevé. Et non seulement on a un SMIC élevé, mais on a un SMIC très rigide, très encadré dans son mode de revalorisation, indexé sur les prix, sur la moitié des gains de pouvoir d'achat d'une référence salariale, qui était un peu vieillotte auparavant, salaire horaire de base des ouvriers. Bon, maintenant ça a été un peu élargi après la réforme de 2012. Néanmoins, c'est quelque chose de très très contraignant,
peut s'ajouter à ça, bien sûr, des coups de pouce discrétionnaires. Aucun autre pays au monde n'a un mode de revalorisation de son salaire minimum aussi contraignant que la France. Ça n'existe pas. Pour vous donner un exemple, sans aucun coup de pouce, au 1er janvier dernier, 1er janvier 2014, en France, de façon automatique, sans aucune intervention discrétionnaire des pouvoirs publics, le pouvoir d'achat au SMIC a été relevé, revalorisé de 0,5 points. 0,5 points de plus du pouvoir d'achat au niveau du salaire minimum pour un pays qui a plus de 10% de chômage, dans lequel le taux de chômage dépasse les 10%. Aucun autre pays au monde ne fait ça. Je ne parle même pas dans des pays dans lesquels le salaire minimum a été abaissé. Mais aucun autre pays au monde n'a cet arbitrage salaire contre l'emploi dans une situation où l'emploi, marché du travail, a un équilibre de sous-emploi très fort. Vous voyez, on est un pays qui marche un peu sur la tête de ce côté-là, et ça va encore être le cas au 1er janvier prochain, de façon automatique. Il va encore y avoir 0,3, 0,4 points de gain de pouvoir d'achat au SMIC, compte tenu du ralentissement des prix, de la baisse de l'inflation en France. Je reviendrai donc sur ce qu'on propose plus loin, sur ce qu'on propose pour le SMIC. Marché des biens, maintenant, régulation sur le marché des biens, c'est complètement dans le débat public. Vous savez, profession réglementée, etc. C'est dans l'objectif de la réforme Montebourg et qui est devenue une partie de la loi Macron. On est un pays, aussi je ne vous donne pas le détail de ces indicateurs, ça serait un peu compliqué, on pourra faire dans la discussion, mais on est un des pays dans lequel les régulations sur le marché sont les plus fortes, dans lequel il y a le plus de professions protégées, dans lequel elles sont le plus protégées quand on se compare à d'autres pays industrialisés. La taille de l'État, si on essaye de la caractériser par quelques indicateurs simples, ici c'est un taux de prélèvement et un taux de dépenses publiques. Bien, on fait aussi partie du haut du panier. Il y a quelque chose d'intéressant à signaler. Vous voyez, chez nous, donc, le taux de prélèvement est assez élevé. Et puis, il y a un certain mécontentement devant l'impôt. Beaucoup de gens sont insatisfaits. On peut se dire, oui, beaucoup de gens sont insatisfaits parce que l'impôt est élevé. Bien non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, pourquoi? Je vous renvoie là à un excellent article qui vient d'être publié le mois dernier dans le JPE, et qui se pose la question suivante. Comment ça se fait que dans les pays nordiques, et puis scandinaves plus particulièrement d'ailleurs, où le taux d'imposition, le taux de prélèvement obligatoire est très élevé, les gens acceptent? Et donc il y a plein d'enquêtes qui ont été faites pour essayer de caractériser cette acceptation dans ces pays de taux de prélèvement qui sont assez comparables à ceux qu'on connaît en France. Parce que bon, les comparaisons, il ne faut pas les prendre à 1 ou 2 points près, c'est assez complexe de comparer des taux de prélèvement obligatoires. Néanmoins, on voit qu'on fait partie des pays dans lesquels c'est le plus élevé. Eh bien, ce qui fait que dans les pays scandinaves, les gens, d'après cette étude, j'en ai la perspective économique, ce qui fait que les gens acceptent bien les taux de prélèvement élevés, c'est qu'ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent. C'est clairement le résultat des enseignements de ces enquêtes. Donc ils acceptent de payer très, très cher, parce qu'en termes de services éducatifs, en termes de sécurité, en termes de tous les domaines dans lesquels interviennent les administrations publiques, ils ont l'impression d'un retour sur investissement, si j'ose dire, en tout cas sur dépenses et sur prélèvements pour eux, plus particulièrement élevé. Et chez nous, ce sentiment est un peu plus faible, ce qui explique le mécontentement devant l'impôt. Là, j'ai honte parce que j'aurais dû actualiser ce graphique. Ça caractérise la balance courante de la France. Vous voyez que la balance courante de la France est déficitaire, là, en moyenne, sur 3 années. En fait, on est déficitaire tous les ans depuis 2005 en France. C'est important de le signaler. Pourquoi c'est important de le signaler? Parce que pour nous, c'est la base d'un diagnostic sur le fait que la France ne souffre pas d'un déficit de demande. Puisque la demande qui est adressée à la France est supérieure à son offre compétitive. Donc l'économie française ne souffre pas structurellement d'un déficit de demande, on souffre prioritairement d'un déficit d'offres compétitives. Nous sommes déficitaires chaque année depuis l'année 2005. Alors ce n'est pas la situation de l'ensemble de la zone euro. La zone euro est excédentaire, prise dans
ensemble, elle va connaître un excédent de 2 points de PIB sans doute cette année, donc c'est pas négligeable. Et puis certains pays dans la zone euro, comme l'Allemagne, connaissent un excédent considérable, 7 points de PIB. Donc là, on voit qu'il y a des pays dans lesquels clairement la situation est inverse de celle qu'on connaît, dans lequel on peut penser qu'un déficit de demande, et ça caractérise bien un problème de coordination à l'intérieur de la zone euro, dans laquelle les pays ne sont pas dans la même situation au regard de déficit de demande ou de déficit d'offres compétitives. Mais nous, clairement, notre problème prioritaire, c'est la restauration d'une offre compétitive plus élevée. L'élévation de l'offre compétitive. C'est ce qui explique aussi une certaine part de nos réflexions. Et cette situation est d'autant plus grave que quand on essaie de caractériser la situation financière des entreprises en France, j'ai rajouté ce graphe hier, eh bien on voit que le taux de marge, donc ici c'est le partage salaire-profit, vous voyez, dans la valeur ajoutée, quelle part revient aux entreprises et quelle part est mobilisée pour payer les salariés. Donc c'est une approche au coût des facteurs, tout ce qui est standard, et on voit qu'il y a une baisse de 4 points depuis le début de la crise, 4 points, et qu'on retrouve à l'heure actuelle des niveaux. Hein, c'est calculé sur les sociétés non financières, parce que sinon on a des problèmes de correction pour les non-salariés, etc. Je vous passe ces détails-là aussi. Donc là, c'est un champ statistiquement assez pur, qui représente à peu près la moitié du PIB, du produit intérieur brut français, 1100 milliards d'euros à peu près au jour d'aujourd'hui. Eh bien, vous voyez qu'on se retrouve au niveau du milieu des années 80. Du milieu des années 80. Et puis, vous voyez un constat, c'est que entre la fin des années 80, donc on a la belle baisse ici des chocs pétroliers, dans ce partage salaire-profit, des 2 chocs pétroliers. Dans l'époque où la gauche a été au pouvoir, on voit la restauration du partage salaire-profit à l'avantage des entreprises. Une stabilité du partage salaire-profit sur les 20 ans, de la fin des années 80 au début de la crise actuelle, des fluctuations autour d'un niveau stable. Vous voyez d'ailleurs au passage que les 35 heures n'ont pas été une catastrophe sur ce plan-là, pour la santé financière des entreprises. Et puis, la crise. Et ça, dans les autres pays, on l'observe moins. On l'observe moins, la crise est bien sûr passée, mais ensuite il y a une restauration totale dans certains pays, comme les États-Unis, ou partielle dans d'autres pays, comme l'Allemagne, du taux de marge des entreprises. Donc non seulement on a des problèmes de compétitivité, mais en plus les entreprises ont dû pincer très fortement leurs marges, elles ne les ont pas restaurées. Si elles n'avaient pas fait ça, nos problèmes de compétitivité auraient été, bien sûr, très forts. Et ça, c'est ce qui a justifié toute la logique du rapport gallois dont vous avez dû entendre parler sur les dernières années. Et puis, il y a d'autres aspects qui nous semblent forts à développer. Je vais encore montrer une ou 2 figures, mais pas beaucoup, rassurez-vous. On se targue d'être un pays égalitaire en France. Quand on regarde les choses de près, ce n'est pas le cas. Ce qu'on a représenté sur ce graphique, à partir de données de l'OCDE, c'est ce qu'on appelle le coefficient de Gini. Plus il est élevé, plus on est inégalitaire. Voilà, ça c'est entre 0 et 1. Eh bien, on compare la situation française à la situation soit de pays anglo-saxons, la moyenne du Canada, du Royaume-Uni et des États-Unis, soit de pays qu'on appelle rhénans, moyenne Belgique, Allemagne et Pays-Bas, soit de pays qu'on appelle nordiques, ou scandinaves, Danemark, Finlande et Suède. Et ce que vous voyez, c'est que avant, c'est la totalité de la hauteur de ce bâton, avant l'intervention de notre système redistributif, on est plus inégalitaire. On est plus inégalitaire que les pays scandinaves, on s'y attendait un peu, que les pays rhénans, on s'y attendait peut-être un petit peu moins, et même que les pays anglo-saxons. La France est un pays plus inégalitaire avant redistribution que la moyenne ici représentée des 3 pays anglo-saxons. Et après l'intervention de notre système redistributif, qui fait baisser jusqu'à la barre noire, eh bien, on devient évidemment moins inégalitaire que les pays anglo-saxons qui redistribuent moins, mais on reste plus inégalitaire que les pays scandinaves et que les pays rhénans. Et on vit sur un mirage. Alors, si j'avais représenté les inégalités salariales, j'aurais eu une autre image. La France est un pays dans lequel les inégalités salariales
puis on les évalue avec ratio 9e décile sur premier décile, des ratios standards comme ça. Les inégalités salariales sont assez réduites et ont eu tendance à se réduire. Alors qu'est-ce qui explique le contraste entre les inégalités salariales et les inégalités sur l'ensemble des revenus? Eh bien, du côté des inégalités salariales, c'est évidemment le SMIC, qui a augmenté plus vite que la moyenne, que le salaire moyen. Le plancher a comprimé, si on peut dire, l'éventail des salaires. Mais d'un autre côté, on a beaucoup de chômeurs. On a beaucoup plus de chômeurs que bien d'autres pays qui interviennent ici dans cette comparaison, et entre autres que les pays anglo-saxons, que les pays, etc., etc. Et cette situation de plus forte égalité pour les salaires et de plus forte inégalité pour l'ensemble des revenus nous paraît évidemment à corriger. Alors, j'aurais pu continuer à vous montrer pas mal de figures, elles sont montrées dans l'ouvrage. Qu'est-ce qu'il faut retenir si on veut caractériser la situation française? On peut parler d'éducation. On considère que la situation est assez catastrophique dans notre système éducatif. Catastrophique, on le voit par exemple avec les scores PISA. On voit qu'on a des scores PISA qui se dégradent, qui maintenant deviennent très moyens quand on se compare à d'autres pays, pour un coût éducatif assez élevé. Donc on a à la fois un numérateur qui a baissé, la qualité de l'enseignement, l'apprentissage de bases de connaissances assez bas, et puis en même temps un coût assez élevé. Il y a des gains d'efficience, et on donne l'exemple de beaucoup d'autres pays. Je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ça, comme la Finlande, la Corée aussi, mais la Corée est un peu moins exemplaire sur d'autres plans, mais en tout cas la Finlande, qui ont des performances absolument fantastiques en termes éducatifs. Et puis, l'enseignement supérieur est pour nous très critiquable en France, puisque, vous savez, il y a la dualité université, on est ici dans une université, l'université grande école, ça n'existe pas, ça, dans d'autres pays, cette dualité. Et nous, les élites, certaines élites en tout cas, on les prend dans les grandes écoles. Alors on se targue d'avoir un enseignement gratuit, supérieur gratuit, etc., etc., mais les grandes écoles, comme vous le savez, sauf quelques-unes, sont payantes, et même assez chères. Et certaines élites ne sont sélectionnées que dans les grandes écoles. Et puis, on a, comment dirais-je, des élites qui se sont déterminées très tôt. Il y a peu de fluidité, en quelque sorte, entre les élites qui sont déterminées à 23 ans et puis les restes de la population. On fait soit partie de l'élite à 23 ans ou à 24 ans, soit on n'en fera jamais partie, plus que dans d'autres pays. La mobilité sociale diminue. La mobilité sociale, comment on la mesure? C'est la corrélation entre le salaire des parents et le salaire des enfants. Eh bien, cette corrélation en France augmente et devient assez élevée quand on se compare à d'autres pays. Ça avait été très bien montré dans le rapport qui avait été fait par ce qu'on appelait le plan autrefois, maintenant qui s'appelle France Stratégie. Donc c'est une situation assez mauvaise. Ça signifie plus d'inégalités, ou que les inégalités se reproduisent, en tout cas, que l'ascenseur social existe moins qu'ailleurs. Et puis il y a l'effet de dualité sur le marché du travail qui a donné lieu à une littérature abondante et qui se caractérise entre autres par les difficultés d'entrée sur le marché du travail de beaucoup de jeunes qui sont voués aux emplois précaires pendant longtemps. Alors, un petit mot, et ça c'est un combat qu'on voulait mener, qu'on mène avec Philippe et Élie continuellement, parce que il nous semble que le débat politique économique, on est ici dans une faculté d'économie, a été abaissé par des gens d'ailleurs qui pour certains ont été économistes, a été abaissé par l'incantation. Il y a un problème de chômage, eh bien il faut augmenter la demande publique pour réduire le chômage. Voilà, et on déploie pas mal d'énergie sur de nombreuses pages pour dire que cette vision des choses relève pour nous de ce qu'on appelle le keynésianisme primitif. Keynésianisme primitif, ça veut dire quoi? Pour nous, c'est exactement la situation française depuis une vingtaine d'années. Dès qu'il y a l'apparition de l'augmentation du chômage, déficit de demande, il faut augmenter la demande publique. Au bout d'un moment, il faut quand même la financer, donc on augmente les prélèvements. Puis après, on se rend compte que l'augmentation des prélèvements ne peut pas être uniforme parce que ça peut avoir des effets désincitatifs, ça peut être préjudiciable pour l'investissement, ça peut faire fuir certaines personnes, et donc on introduit des niches. Et donc on aboutit à un système fiscal qui se caractérise par des taux de prélèvement affichés très très élevés, qui font peur aux investisseurs étrangers d'ailleurs, mais complètement mités par un nombre de niches absolument incroyables, enfin qui nous laissent quand même à des niveaux de prélèvement élevés. Et donc nous on considère que cette approche est complètement fausse, puisque certes
dans certaines situations conjoncturelles, l'augmentation du chômage peut être la résultante d'un déficit de demande, mais dans de très nombreuses situations plus structurelles, et c'est le cas pour la France avec une dégradation continue de son solde courant depuis 2005, eh bien, le déficit n'est pas celui de la demande, mais celui de l'offre compétitive. Soit on vend trop cher par rapport aux autres pays les produits qu'on fabrique en France, compte tenu de leur qualité, soit leur qualité est insuffisante par rapport à leur prix, vous prenez la chose d'un côté ou de l'autre, mais en tout cas, il y a bien un problème de compétitivité de la production française. Voilà. Et donc, dans cette approche, il y a un refus de toute considération structurelle. Il y a aussi une approche de la fiscalité qui a révolutionné les choses là en France en 2012 et qui nous semble une vision égalitaire totalement pernicieuse. Ça consiste à penser quoi? Eh bien, ça consiste à se dire qu'il faut que les revenus du capital soient taxés au même taux que les revenus du travail. C'est pour nous une erreur de politique économique totale, absolue. Pourquoi? Parce que, entre autres, le travail, le capital est beaucoup plus mobile que le travail. Et bien sûr, ça a des effets de découragement, de désincitation à l'investissement. Les pays les plus égalitaires, ou les moins inégalitaires, il y a toujours trop d'inégalités, en tout cas les pays les moins inégalitaires dans le monde et en Europe, ont tous une fiscalité duale, avec des taux de prélèvement uniformes sur les revenus du capital, des taux de prélèvement progressifs sur les revenus du travail. La France fait partie des rares pays, je ne sais pas s'il n'y en a pas plus que 2 maintenant, avec l'Espagne, dans lesquels on a rompu avec cette dualité pour revenir à une fiscalité uniforme sur les revenus du travail et du capital. Voilà. Et dernier point quand même qui me paraît utile ici aussi de souligner, notre approche de la, comment dirais-je, de la modération des dépenses publiques se caractérise essentiellement par des politiques de rabotage. J'y reviendrai plus loin. Politique de rabotage, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on gèle les points d'indice des agents de la fonction publique, d'une part, et puis on réduit les moyens qu'on peut mobiliser pour travailler. Il y a encore eu d'ailleurs dans le domaine de la recherche et l'enseignement supérieur un rabotage de 135 millions qui a été décidé il y a peu de temps. Et ce rabotage nous paraît la plus mauvaise façon de faire, parce qu'on prépare une fonction publique, comment dirais-je, d'une qualité très, très mauvaise pour l'avenir. On paupérise la fonction publique. La France souffre non pas de fonctionnaires trop payés, mais de fonctionnaires en trop grand nombre. Et donc, nous, ce qu'on préconise, vous le verrez, c'est plutôt de réfléchir aux missions de l'État et des administrations publiques, d'une part, et puis de gains d'efficacité qu'on doit faire dans la fonction publique. Alors, là, je voudrais juste présenter les résultats d'une étude. On ne les avait pas encore, on avait quelques résultats préliminaires qu'on a mis dans cet ouvrage, mais les résultats d'une étude qu'on vient de boucler avec Jimmy Lopez et Jacques Mérès, je ne vais pas en présenter les détails techniques, sauf si ça revient dans la discussion, parce que ça prendrait trop de temps, et dans lesquels on essaie de chiffrer donc, les gains que différents pays pourraient obtenir de l'engagement de réformes structurelles ambitieuses sur les seuls marchés des biens et du travail. Vous voyez, uniquement marché des biens et du travail, je ne parle même pas de réforme de l'État. Et alors, dans cette étude, on suppose, et puis on le confirme après par notre approche empirique, que les rentes liées à des régulations, la régulation ça entraîne des rentes pour ceux qui bénéficient de ces protections, ça élève les prix de production, d'une part, et puis deuxièmement, ça a un effet à la hausse sur les salaires, ça augmente les pouvoirs de négociation salariale des salariés. Et ça a un effet défavorable sur la productivité, à la fois des secteurs protégés, et puis même des autres secteurs économiques qui consomment les biens et services produits par les secteurs protégés, parce que, en quelque sorte, ces secteurs protégés, par des prix plus élevés, captent une partie des rentes d'innovation des secteurs aval. Donc c'est ce qui est représenté dans ce graphique. On ajoute à ça un petit effet sur les prix à la consommation, et puis on ajoute à ça, bien sûr, dans notre approche, l'effet des régulations sur le marché des biens et sur le marché du travail. Sur le marché des biens, ça joue sur les prix de production. Sur le marché du travail, ça joue sur le partage salaire-profit. C'est une approche qu'on
confirmé, qui était inspiré par des travaux très, très connus d'économie, de Blanchard Javazzi, etc., d'autres personnes de ce type-là. Alors, on a estimé ça sur données qui croisent secteur, pays, année, etc. Bon, ça, c'est le niveau des régulations que je vous ai montré tout à l'heure, j'y reviens pas. Ça, c'est dans l'industrie. Et ça, c'est sur le marché du travail, j'ai présenté ça tout à l'heure. Voilà l'effet à long terme qu'on pourrait obtenir en France sur le produit intérieur brut, d'après notre analyse qu'on fait dans les règles de l'art, qui est critiquable comme toute analyse empirique. Voilà l'effet à long terme qu'on pourrait obtenir sur le PIB en réduisant les régulations, c'est pas du tout en les enlevant, c'est-à-dire en se mettant au niveau de régulation qu'on observe dans les 3 pays dans lesquels elles sont le plus bas. La moyenne des 3 pays dans lesquels elles sont les plus bas. Vous voyez, c'est pas sauvage. Ce qui est représenté ici, c'est le gain qu'on obtient par les réformes sur le marché du travail, 2,5 points de PIB. Ce qui est représenté ici, c'est l'effet de baisse de régulation sur le marché des biens, 3,5 points de PIB. Au total, 6 points de PIB pour un pays comme la France. C'est quelque chose de considérable, 6 points de PIB, avec un taux de prélèvement obligatoire de, disons, de 50%, à la louche, un peu moins, mais à la louche 50%, ça fait 3 points de PIB de prélèvement supplémentaire. Vous voyez que nos difficultés de finances publiques sont quand même sacrément contingentes au fait qu'on ne fait pas ça, en quelque sorte. Voilà. Et en croissance, parce qu'on estime ça de façon dynamique, eh bien on pourrait augmenter notre croissance, la France ici représentée par la courbe en noir, de 0,3 à 0,4 points par an pendant quand même quelques années. Les réformes sont supposées ici engagées l'année 1. Vous voyez que le gain en croissance est assez fort quand même sur pas mal d'années. Vous allez me dire, c'est ça qu'on fait en France, et je vous répondrai, ben non, c'est pas encore ça qu'on fait en France, malgré tout le tintamarre qu'on fait autour du projet de loi Macron. Alors, la critique qu'on a souvent eue, c'est, mais vos évaluations sont complètement folles. Ces effets sont énormes, énormes, on ne peut pas y croire. Alors du coup, on s'est dit, bon, il faut répondre à cette critique. Alors on est allé voir dans d'autres pays qui ont fait des chocs de réforme importants. Et on a regardé attentivement 4 pays, les Pays-Bas, donc c'est des accords de Wassenaar qui ont été signés en 1982. La maladie hollandaise caractérisée, elle a pris son nom à cause des Pays-Bas, qui ont souffert en quelque sorte d'avoir découvert des richesses naturelles à la fin des années 60, dans les années 70. Eh bien, les Pays-Bas étaient le parent malade de l'Europe à la fin des années 70, au début des années 80. Ils ont engagé des réformes énormes suite aux accords qui ont été signés, tripartite entre à la fois le gouvernement, les représentants des employeurs, les représentants des salariés. Pour la petite histoire, le signataire du côté des salariés, qui était le patron de la CNV, le plus grand syndicat néerlandais, s'appelait Wim Kok, qui est devenu ensuite Premier ministre aux Pays-Bas. Vous voyez, c'est une autre culture, un autre pays. Et puis Canada, Australie et Suède qui ont engagé des réformes systémiques, réformes structurelles systémiques au tout début des années 90. Donc on regarde ça attentivement et on analyse ça sur le fond, surtout pour le Canada, l'Australie et la Suède. Et ce qu'on voit, c'est que l'accélération de la productivité est d'une ampleur qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, avec ce qu'on évalue comme gain pour la France. Vous voyez, le Canada est passé d'un rythme de croissance de la productivité de 0,3% par an à 1,1% par an. Ensuite, pendant pas mal de temps, pendant plus de 10 ans. L'Australie, 0,4 à 1,4. Et la Suède, ça a été le changement le plus radical, 0,4 à 1,9, 1,5 points par an d'accélération. Alors vous allez me dire, mais ces pays, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on évalue, mais ces pays ont engagé des réformes aussi dans 2 directions qui ne sont pas évaluées dans mon chiffrage précédent, réforme de l'État, qu'à cela ne tienne, il faut le faire, et puis ils ont accompagné leurs réformes de dévaluation monétaire très forte, très très forte à l'époque. Mais nous, on peut aussi dévaluer, on est dans la zone euro, mais on peut dévaluer, ça s'appelle la dévaluation fiscale. Donc ce qui a été fait par ces pays, nous pouvons le faire, et notre 6 points de PIB, qui aboutit à 0,3 à 0,4 points les bonnes années d'accélération de la productivité, c'est petit par rapport à ça, et on peut même être plus ambitieux en réformant l'État et en accompagnant les choses d'une dévaluation fiscale peut-être un peu mieux ficelée que ce qu'on fait au jour d'aujourd'hui. Alors, je vais être assez bref sur les recommandations des institutions internationales, puisque Commission européenne, OCDE, FMI, vous pouvez les imaginer, elles vont toutes dans le même sens. Il faut réformer le marché des biens
pour baisser les régulations sur le marché des biens. C'est exactement en résonance avec ce que j'ai exprimé tout à l'heure. Il faut améliorer notre système éducatif, il faut réduire le coin fiscal, il faut améliorer le fonctionnement du marché du travail, etc. Enfin, toutes ces nobles institutions nous font les recommandations, exactement les recommandations qu'on fait dans cet ouvrage. Sur ce plan-là. Et je voudrais évoquer maintenant le programme de réforme qui est engagé par la France sur les dernières années et qui a rebondi avec le projet de loi Macron, et au regard aussi de ce qui est préconisé dans notre ouvrage. Alors d'abord, du côté des finances publiques. Évidemment, la France a dû se mettre aux normes, puisque la France s'est engagée à respecter certaines contraintes, et elle peut être pénalisée si elle ne les respecte pas. Là, on est en sursis pour quelque temps. La France a réussi à enfumer la Commission européenne pendant très longtemps, mais au bout d'un certain temps, comme c'est des jeux répétés, c'est difficile de le faire indéfiniment. Et notre façon de réduire, de contrôler la dépense publique, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la politique du rabotage, avec la critique que j'ai faite précédemment. Donc je ne vais pas être plus long sur ce point-là. Du côté du marché des biens, que nous engage à réformer tous les observateurs extérieurs, eh bien, ce qu'on engage, c'est assez peu de choses, c'est même finalement très très peu de choses. Très très peu de choses. On a réformé un tout petit peu certains domaines, la vente de produits d'optique, par exemple, enfin quelques domaines bien ciblés, assez réduits. Et puis, bon, on a introduit la possibilité de class action. Bon, on en verra le résultat, mais c'est a priori quand même une bonne chose. Mais donc, vous voyez quelque chose, des réformes assez limitées sur le marché des biens. Et puis là, il y a la loi Macron qui nous dit on va réformer considérablement le marché des biens et les professions régulées. Et il s'est passé en France ce qui se passe depuis 50 ans. Il y a un rapport qui est très connu, qui s'appelle le rapport Armand-Rueff, du nom de ces deux auteurs, qui a été publié exactement en 1960, et qui disait déjà les professions régulées dans les services, eh bien, brident la croissance de l'économie française, parce que du coup, comme ils sont régulés, protégés, leurs services sont plus élevés, ça fait du pouvoir d'achat en moins pour les ménages, et puis ça fait des prix de consommation intermédiaires plus forts pour les entreprises. Et depuis 50 ans, les gouvernements successifs se sont cassés les dents sur leur volonté, dans leur volonté de réformer ces activités. Pourquoi ? Eh bien parce que ces activités, ou bien ont un pouvoir de nuisance considérable, c'est par exemple les taxis, ne pas bloquer une ville, ça fait quand même un petit peu peur aux décideurs publics, ou bien ont la possibilité de faire jouer des lobbies d'une puissance inimaginable, c'est ce qu'on a vu sur les dernières semaines, sur les 2 derniers mois, pour les professions, les 37 professions sur les 200 et quelques qui sont régulées, c'est ce qu'on a vu de la part de ces 37 professions, notaires, avocats, etc., un déchaînement d'activités de lobbying, avec aussi dans la presse, si vous lisez la presse tous les jours, vous avez vu des pages entières qui étaient achetées par ces professions. Professions régulées, c'est quand même, je vais prendre un exemple caricatural, mais en matière de justice, le salaire médian, nous dit l'inspection générale des finances, de cette profession très régulée, c'est médian, hein, il y a 50% qui sont au-dessus, c'est 27 000 € par mois net. Net. Oui, c'est quand même une profession régulée qui vit sur un grand pied, on pourrait dire. Donc c'est ça l'effet de régulation. Alors qu'est-ce qui s'est passé du côté de la loi Macron ? Eh bien il s'est passé ce qu'on a vu précédemment pour les taxis, avec l'aboutissement qui a pris la forme de la loi Thévenoud en juillet dernier. Le pouvoir public a reculé. Donc maintenant, on a un projet de loi sur les professions réglementées qui porte réforme, comme nom réforme des professions réglementées, mais dans lequel il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus grand-chose. L'ouverture du capital a été complètement contrôlée. L'entrée dans la profession a été complètement ne va pas être réformée. Le droit de présentation pour les notaires, ces choses-là ne sont pas réellement réformées. Enfin, tout a été complètement vidé de son contenu. Donc il n'y a plus grand-chose. Il y a un point sur lequel, par contre,
il y a du nouveau. Et là, c'est un point qui peut vous sembler anecdotique, mais quand on se compare à d'autres pays, on voit qu'il y a des potentialités énormes. C'est le transport par bus. Le transport par bus, en France, est très réglementé pour ne pas faire concurrence à la SNCF. Et ça aboutit à des coûts en temps et en argent assez élevés. Hein. Pour faire Clermont-Ferrand-Lyon, il faut à peu près 5 heures, alors qu'il y a une très belle autoroute et la distance doit être d'environ 200 km. En bus, bien évidemment, il faudra 2h30. La différence est considérable pour l'usager. Et le prix va être aussi considérablement plus allégé. On pourrait multiplier les exemples. Donc là, il y a des potentialités de création d'emplois d'une part, et puis de gains en bien-être absolument considérables. Du côté des taxis, j'ai assez peu évoqué ça. C'est phénoménal. Tous les pouvoirs publics successifs ont reculé devant le pouvoir de nuisance des taxis, que ce soit Sarkozy dans le précédent quinquennat, ou que ce soit maintenant le gouvernement actuel, ont reculé. Et à quel point on est, l'ouverture de la profession de taxi n'est pas faite, les VTC, vous le savez, n'ont pas le droit de marauder dans la rue, ont même un droit de marauder de façon électronique très limitée. On a inventé le délit d'utilisation de nouvelles technologies. Les VTC, s'ils cherchent leur clientèle par la géolocalisation, sont passibles de peine de prison. Il n'y a aucun autre pays au monde qui prévoit des peines de prison, je ne blague pas, hein, 3 ans de prison, pour l'usage de la géolocalisation pour les VTC. Alors comment on réduit, parce que les VTC peuvent prendre des abonnements avec les hôtels, avec les compagnies de voyage, etc. Comment on réduit leur pouvoir concurrentiel vis-à-vis des taxis? Bon, on impose des niveaux de confort des voitures qu'on n'impose pas aux taxis. Et on impose une formation des conducteurs de VTC qu'on n'impose pas aux taxis. Il faut qu'ils aient quasiment un diplôme de sauveteur, etc. Enfin, et donc, le prix des VTC est évidemment plus élevé, des courses en VTC est évidemment plus élevé que le prix des courses en taxi. C'est comme ça qu'on réduit la concurrence. Du côté du marché du travail, alors, ce qu'on préconise, je le dis tout de suite dans cet ouvrage, c'est évidemment une libéralisation très très forte. On peut prendre des exemples, par exemple pour les taxis, ce qui s'est fait à Dublin il y a une dizaine d'années, ce qui s'est fait en Nouvelle-Zélande aussi, etc. On a beaucoup d'exemples quand même de libéralisation avec une explosion d'emplois. Il y a une très belle étude de Nicoletti et Scarpetta qui a été publiée par l'OCDE il y a une dizaine d'années qui nous dit que le potentiel de création d'emplois en France par une plus grande libéralisation des taxis, c'est 40 000. Hein, 43 000 exactement dans leur étude. Vous voyez, c'est pas anecdotique quand même. Et puis le gain en bien-être, l'attractivité pour l'usager, l'attractivité de la France comme lieu de destination touristique, on est quand même sacrément amélioré. Du côté du marché du travail, on n'a rien fait pour l'instant. On n'a rien fait pour l'instant, sauf l'ANI, qui a été une entrée en fanfare très très réussie. On a fait partie de ceux, enfin surtout moi, qui avons célébré l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Pourquoi? Parce que les partenaires sociaux ont commencé à entrouvrir des portes d'orientation de réforme très 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 courageuses. Entre autres, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça me prendrait trop le temps, c'est un domaine que j'ai beaucoup travaillé, l'articulation entre les différents niveaux de normes, que ce soit réglementation, convention de branche, convention d'entreprise, et bien sûr contrat de travail. Comment tout ça s'articule? Eh bien, l'ANI du 11 janvier 2013 a proposé, qui a ensuite été transposé en droit par la loi du 14 juin 2013, a proposé d'ouvrir très largement le pouvoir des accords, des conventions d'entreprise, hein, par accord nécessairement majoritaire depuis août 2008. Eh bien, c'est quelque chose d'important, avec même une force contractuelle des accords qui peut mordre, vous voyez, dans l'autonomie du contrat de travail. Hein, c'est des accords de maintien de l'emploi, même s'ils ne marchent pas, et on sait pourquoi, c'est quand même quelque chose de révolutionnaire en France. Donc, il y avait plein de directions prometteuses. Mais on s'est arrêté là, dans le processus de réforme. La formation professionnelle a été une réforme avortée, il faut le dire, et nous on préconise de développer la réforme de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est un levier essentiel de mobilité sociale, la formation professionnelle. On dépense en France plus d'1,5 point de PIB chaque année en formation professionnelle. Et pourquoi la formation professionnelle ne marche pas? Ben, on le sait très bien, il y a eu plein de rapports faits là-dessus, un excellent rapport que vous pouvez trouver sur Internet, qui s'appelle le rapport Perruchot. La formation professionnelle contribue fortement
au financement des partenaires sociaux en France. Et cette contribution au financement des partenaires sociaux de la formation professionnelle dénature la formation professionnelle, évidemment, et aboutit à une très grande inefficacité de la formation professionnelle. Contrairement à ce qu'on a dans d'autres pays, par exemple, dans ce qui a été prévu dans la nouvelle réforme, dans la nouvelle loi sur la formation professionnelle, l'abondement des entreprises pour la formation professionnelle ne dépend pas de la distance à l'emploi. Il est le même pour un ingénieur ou pour quelqu'un qui n'est pas qualifié. Dans tous les autres pays qui peuvent sembler un petit peu exemplaires dans ce domaine-là, et je pense en particulier à l'Allemagne, l'abondement est évidemment croissant avec la distance à l'emploi. Les moins qualifiés ont droit à des crédits d'heures plus importants. Enfin, voilà. Je pourrais me lancer aussi là-dessus très longuement. On s'est arrêté en route. On s'est arrêté en route. Dans la réforme Macron, il y a un point qui est très courageux, c'est la réforme des prud'hommes. La réforme des prud'hommes, très courageuse. Alors, pourquoi il faut réformer les prud'hommes? Il faut réformer les prud'hommes parce que ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal. Première étape, quand vous faites une saisine, c'est ce qu'on appelle l'étape de conciliation, où on essaye, avec deux juges prud'homaux, de faire en sorte que les personnes trouvent un arrangement. Eh bien, ça marche en France que dans 5,5% des cas. Ailleurs, ça marche beaucoup plus. Et pourquoi ça ne marche pas en France? Eh bien, parce qu'on ne rend pas effective l'obligation de présence des parties. Les parties sont représentées, surtout les employeurs. Se représenter par des avocats, et l'intérêt d'un avocat, c'est évidemment pas qu'un conflit s'arrête à l'étape de la conciliation. Et donc on se retrouve devant cette difficulté. Il y a eu des très belles réformes au Royaume-Uni de la conciliation, qui ont abouti à une multiplication par un facteur 3 ou 4 du taux de réussite en conciliation, parce qu'on obligeait de façon effective la présence des parties. Et puis, par ailleurs, les délais de procédure sont très longs, 15 mois en première instance, 30-35 mois s'il y a appel, 55 mois si on va en cassation. Vous voyez, c'est des délais incroyables, avec pour le chef d'entreprise une épée de Damoclès au-dessus de sa tête pendant toute cette durée. Et pourquoi? Et puis par ailleurs, une insécurité juridique très forte. Pourquoi? Dans 64% des cas, il y a appel. Les gens ne sont pas d'accord avec la décision de première instance, ils vont en appel. Et dans 70% des cas d'appel, la cour d'appel invalide totalement ou partiellement la décision de première instance. Donc, insécurité juridique complète et incitation à faire appel. Et pourquoi c'est comme ça en France? Mais pour une raison très simple. D'une part, il y a 4 juges. C'est la seule juridiction dans laquelle il y a un nombre pair de juges. La base même du fonctionnement de la justice, c'est que le nombre de juges doit être impair. C'est quand même plus facile pour trouver des majorités, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a aucun juge professionnel. Il y a 2 juges patronaux, 2 juges qui représentent les salariés. Et la France, parmi tous les pays d'OCDE, est le seul, avec le Mexique, qui n'est quand même pas un benchmark en termes de fonctionnement de son économie, est la seule, avec le Mexique, dans lequel il n'y a pas de juge professionnel dans le fonctionnement des cours, vous voyez, qui ont à charge de régler les conflits du travail. Et évidemment, ça aboutit à l'insécurité juridique, etc., les durées de procédure. Alors, qu'est-ce qui va être fait dans la loi Macron? Et là, c'est courageux, il faut espérer que les pouvoirs publics ne reculent pas, c'est pas gagné, parce que les pressions sont fortes, ici aussi. Eh bien, ce qui est prévu dans la loi Macron, c'est le deuxième point courageux avec transport de bus. Les autres, hélas, sont assez faibles. Ce qui est prévu, c'est que l'obligation de présence des parties soit effective, sinon la partie absente, eh ben, elle perdra, comme au Royaume-Uni. Et deuxièmement, présence, si une partie le demande, il y aura la présence d'un juge professionnel. Donc, si une partie le demande, on passera à un système d'échefinage, comme ça existe dans tous les autres pays. C'est une réforme considérable, hein, considérable. Ça peut vous sembler anecdotique, mais c'est quelque chose de considérable, sachant que l'ANI, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le fameux ANI du 11 janvier 2013, hein, qui a été signé par les partenaires sociaux et par des syndicats de salariés qui représentent plus de 50% des voix aux élections professionnelles, a réduit les délais de recours. Auparavant, en France, un salarié qui a été licencié, qui n'est pas content de son licenciement, avait 5 ans pour éventuellement porter l'affaire en justice. On était le pays industrialisé dans lequel c'était le plus long. Les partenaires sociaux ont décidé de porter ce délai à 2 ans. On est encore, sauf quand il y a des atteintes à la santé du travailleur, parce qu'il y a des pathologies qui se déclarent très longtemps après. Mais en dehors de ce cas, santé du travailleur, 2 ans. Et on est encore un des pays dans lequel c'est le plus long, mais ici encore, c'est une épée de Damoclès beaucoup plus légère au-dessus de la tête des travailleurs.
Voilà. Je ne vais pas être plus long là-dessus. Du côté de la compétitivité, on a engagé en France, et on va continuer à le faire, de larges dévaluations fiscales. Ensuite, aux préconisations qu'on avait pu faire pendant la campagne, dans des rapports qu'on avait publiés au Conseil d'analyse économique avec Élie et Philippe, et puis nos contacts répétés, et puis ensuite le rapport Gallois, on s'est lancé dans de la dévaluation fiscale. Dévaluation fiscale, vous voyez, il y a un peu trois types de dévaluation. Dévaluation monétaire, on baisse la valeur de sa monnaie, bon, vous avez étudié ça dans tous les textbooks de macroéconomie. Dévaluation nominale, ben, on fait de la compétitivité en essayant de peser sur la croissance des prix. On a fait ça, on en parlait tout à l'heure, à l'époque de, comment dirais-je, après la première année où la gauche a été au pouvoir en 1981, où elle s'est rendue compte qu'on allait dans le mur, on a pratiqué, comment ça s'appelait déjà, je retrouve plus le nom. Non, ça reviendra. Et puis, il y a la dévaluation fiscale. Dévaluation fiscale, c'est quoi? Ben, ça consiste à baisser le coût du travail, pareil, pour être plus compétitif, en faisant payer ça par soit les consommateurs, on fait une hausse de TVA, soit l'ensemble des revenus, c'est l'impôt, la CSG, etc., tout ce que vous voulez. C'est des gains de compétitivité. Comme la dévaluation monétaire, comme la dévaluation nominale, ça consiste à faire le cadeau aux consommateurs étrangers des produits fabriqués dans son pays, au cadeau de prix plus bas, à augmenter leur pouvoir d'achat pour acheter des produits qu'on produit nous. C'est ça, les gains de compétitivité. Et à faire payer ce cadeau pour restaurer sa compétitivité par une ponction sur les résidents, les consommateurs, ou parfois les salariés. Donc nous, on s'est lancé dans des dévaluations fiscales de très grande ampleur. Dévaluation fiscale de très grande ampleur, c'est le CICE, et puis c'est le pacte de responsabilité. Au total, on va aller à 40 milliards quand même. On est déjà engagé dans le CICE qui va toucher ces 20 milliards. À la fin de l'année 2014, on sera à 14 milliards de CICE, ça monte progressivement en puissance. Et donc ça baisse le coût du travail. Et on a financé le CICE en partie par de la TVA, l'augmentation des taux de TVA, on a fait des arrondis, c'est quand même plus facile à manier d'ailleurs, et puis un petit peu moins de dépenses publiques et un petit peu d'augmentation de la fiscalité. Qu'est-ce qu'on peut penser de notre façon de faire de la dévaluation fiscale? Eh bien, c'est une façon, hélas, où il y a beaucoup de pertes en ligne. Pourquoi? Parce qu'on fait de la dévaluation fiscale, on fait une baisse du coût du travail, sans baisser directement le coût du travail. On passe par une réduction de l'impôt sur les sociétés. En caricaturant, l'impôt sur les sociétés, dans une grande entreprise, qu'est-ce qui s'y intéresse? C'est le directeur financier. Le coût du travail, c'est le DRH. Et qui est-ce qui fait des propositions d'embauche? C'est le DRH. Mais vous voyez, on se met dans une situation où ce n'est pas l'acteur, le gestionnaire de l'emploi dans une entreprise qui constate la baisse du coût du travail. C'est quelqu'un d'autre, le directeur financier. Alors il y a un groupe de travail qui a été constitué pour voir un petit peu ce qu'on pouvait penser du CICE. Ce que nous disent toutes les entreprises dans ce groupe de travail, c'est toujours « Ah oui, c'est absurde cette façon de faire, parce qu'il faut une communication parfaite entre le directeur financier et le DRH, ce qui n'est pas toujours le cas. » Pourquoi on a fait ça? Eh bien pour gagner une année. Parce que l'impôt sur les sociétés, il y a un décalage d'une année, donc on incite maintenant, et en payant par l'IS l'année suivante. Donc pour ce gain de court terme, on a fait quelque chose qui perd de l'efficacité à moyen et long terme. Le pacte de responsabilité s'inscrit plus dans une logique de baisse du coût du travail. Donc nous on dit, qu'est-ce qu'on développe comme idée dans cet ouvrage, puis dans d'autres travaux qu'on a fait antérieurement? La dévaluation fiscale, c'est bien, on en a besoin. Mais attention, la dévaluation fiscale, comme la dévaluation nominale, comme la dévaluation monétaire, ça n'a des effets que transitoires. Des effets favorables que transitoires. Parce qu'après, il y a tous les mécanismes de la boucle prix-salaire qui en grignotent progressivement, plus ou moins rapidement, l'impact. Et donc, la dévaluation fiscale, on doit en faire pour anticiper en quelque sorte les effets plus progressifs de réformes structurelles qui auront des effets à la fois progressifs, certes, mais pérennes. Nous, le problème, c'est qu'on ne fait pas les réformes structurelles et qu'on fait la dévaluation fiscale. Donc on bouge de façon pérenne les curseurs de la fiscalité en France pour un gain qui sera transitoire, quelques années, et qui n'anticipe pas
sur ceux de réformes structurelles qu'on n'engage pas. Et ça nous semble être une erreur de stratégie absolument considérable. Je voulais juste aussi sur le marché du travail, je crois que j'en parle un petit peu après, voilà, sur le marché du travail, évoquer la question du SMIC. Évoquer la question du SMIC. Qu'est-ce qu'on peut penser du SMIC? Quelle analyse nous fait du SMIC? Pour provoquer un peu, je dirais que pour nous, pour qu'il y ait moins de pauvres, il faudrait que le SMIC soit plus bas. Il y aurait moins de pauvres avec un SMIC plus bas. Pourquoi? Eh bien, pour la raison suivante. Le SMIC est inefficace pour lutter contre la pauvreté. Toutes les études qui ont été faites, et il y en a plein, nous indiquent que les principaux facteurs de pauvreté, c'est le nombre d'heures travaillées dans l'année, premier facteur de pauvreté. Deuxièmement, les charges de famille. C'est plus difficile quand on a 5 bouches à nourrir qu'une seule. Le salaire horaire, je rappelle que le SMIC est un salaire horaire, le salaire horaire n'est pas un facteur de pauvreté important. C'est le 5e, 6e facteur de pauvreté dans les analyses statistiques qui ont pu être faites à l'OCDE ou à l'INSEE, etc. Mais nous, on a un SMIC élevé, et pour contrer son effet défavorable, allègement de charges sociales, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus d'1 point de PIB, alors même que le budget de dispositifs qui sont ciblés sur les pauvres pour réduire la pauvreté, comme le RSA, parce que le RSA dépend justement de l'ensemble des revenus sur une période, et il est familiarisé, donc il prend en compte les charges de famille, eh bien ce budget-là est réduit 10 milliards d'euros à peu près en France. Donc vous voyez, on marche sur la tête, on a une mesure homogène qui n'est pas efficace pour lutter contre la pauvreté, qui mobilise ensuite 20 milliards d'euros, et une mesure efficace pour lutter contre la pauvreté, le RSA, qui bénéficie de ressources beaucoup plus faibles. Alors qu'est-ce qu'on préconise? Ce qu'on préconise, c'est de geler le SMIC, de changer son mode d'indexation, de le laisser baisser par rapport au salaire moyen, et de mobiliser toutes les économies d'allègement de charges ainsi faites pour gonfler le RSA, en ciblant beaucoup plus le RSA sur les familles, pour lutter en particulier contre la pauvreté des enfants, qui est quand même la pire des injustices. Le SMIC ne lutte pas contre la pauvreté des enfants. Le RSA, par sa familiarisation, peut lutter contre la pauvreté des enfants. Et donc nous, on préconise d'avoir comme première cible la pauvreté des enfants, et puis ensuite, de décliner le RSA de façon à lutter de la façon la plus efficace possible contre la désincitation au travail des parents célibataires. Et bien sûr, on a en tête les mères célibataires. Voilà. Combien de temps? Moins 5 minutes encore. D'accord. Bon, je vais quasiment m'arrêter là-dessus, puis on préconisait bien sûr de fondre dans un même dispositif RSA, prime pour l'emploi, et puis maintenant ce qui s'appelle le pacte de solidarité. On avait cru gagner là en septembre dernier. Le président nous avait suivis sur ce point-là, et puis paf, tout d'un coup, on va garder un pacte de solidarité qui consiste à enlever du champ de l'impôt sur le revenu une masse de gens, ce qui nous semble complètement contradictoire avec le fond idéologique de ce qu'on appelle comment dirais-je, des gens la majorité au pouvoir, qui consiste à penser quand même que l'impôt, ça fait du citoyen, première chose. Et puis on va essayer maintenant, en ayant mis dans le pacte de solidarité 2,5 milliards, de fusionner RSA, PPE, ça ne va pas être de la tarte pour qu'il n'y ait pas de perdants. Voilà. Pour le reste, je crois que je l'ai déjà évoqué, les considérations de mobilité sociale sont complètement absentes. Et puis là, sur ce dernier slide, eh bien, je résume le désespoir que nous avons du manque de courage actuel, je dirais, de nos pouvoirs publics. Voilà.